Bonjour amis, fidèles auditeurs et lecteurs de Fantaisie au petit déjeuner, bienvenue en ce 44e épisode. L'épisode de la reprise, fallait bien que ça arrive un jour. Après une escale d'un mois et plus dans le sud de la France, nous voici de retour à Paris pour parler de nos lectures. Et oui, les meilleures choses ont une fin. Alors, et en plus on a potassé des bouquins pendant l'été, donc je ne vous parlerai pas du troisième tome de la trilogie d'Abercrombie, parce que vous en avez déjà soupé 2 fois, donc 3 fois ça fait un peu trop, mais c'était vraiment très bien. Non, aujourd'hui on va parler de Javier Negrete, un auteur espagnol, et oui c'est l'Europe, Fantaisie au petit déjeuner, publié aux éditions La Talente à l'aube de l'été. Voici le livre Alexandre le Grand et les aigles de Rome, un roman historique matiné de merveilleux, enfin très légèrement on va plutôt dire que ce roman en fait c'est une uchronie. Javier Negrete, il s'était déjà fait connaître pour ce livre-ci, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai connu il y a déjà pas mal d'années, ça s'appelait Le Mythe d'Air ou Le Dernier Voyage d'Alexandre le Grand et c'était assez réjouissant. Là elle est récidive, même personnage, même ambiance. Et c'est une uchronie, à savoir le concept de base. Lorsque le roman commence, nous sommes donc en moins 323. Alexandre le Grand a 33 ans, il est bouffi d'alcool, il est colérique, il est rongé par les complots, les intrigues, etc. Et il finit probablement empoisonné. Du moins empoisonné par Roxane, sa femme intrigante, et peut-être probablement par son lieutenant Prédicace, le lieutenant des cavaliers. Ça, c'est notre histoire à nous, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que dans le roman de Javier Negrete, il y a un homme qui arrive en ce soir fatidique où Alexandre boit à la coupe empoisonnée. Un homme fait irruption à Babylone. Cet homme, il s'appelle Nestor, il vient de Grèce et il prétend être envoyé par l'oracle de Delphes pour protéger Alexandre du poison. Il va le sauver in extremis grâce à ses médicaments et ainsi Alexandre le Grand ne mourra pas à 33 ans à Babylone en moins 323 et non. Au contraire, investi d'une nouvelle mission, investi par la vengeance de se venger de ces intrigants, même s'il va être un petit peu mis en erreur, il va reprendre du poil de la bête, il va suivre un régime drastique, il va arrêter l'alcool, il va arrêter les crises de mégalomanie, et il va reprendre un esprit sain dans un corps sain, ce qui avait fait son succès dans sa campagne contre l'Empire perse. Et donc on a un Alexandre le Grand qui va asseoir son pouvoir en Perse, qui va asseoir son pouvoir même jusqu'aux confins de l'Indus, qui va vraiment bâtir un empire solide et qui va tourner son regard vers l'ouest, là où les rebelles grecs continuent à lui résister un petit peu. Et une fois que ceux-ci auront été une fois pour toutes vaincus, et bien évidemment vous avez compris, le prochain ennemi de la Macédoine, le prochain ennemi à abattre pour Alexandre, c'est Rome, c'est l'orgueilleuse Rome qui est à l'heure actuelle en moins 310, quelque chose comme ça. Elle est vraiment au début de sa gloire. Dans notre histoire à nous, c'est à ce moment-là où les Romains ont commencé, après avoir vaincu les Étrusques, avoir établi la République, c'est à ce moment-là où ils ont commencé à conquérir la péninsule italienne, à vaincre les Grecs qui se trouvaient sur la botte italienne et à attaquer la Sicile, et ce qui va donner peut-être plus tard la première guerre punique. Bref, en l'occurrence, là, Alexandre le Grand en fait est convié en Italie, qui s'appelle la Grande Grèce, par les colonies grecques du sud de l'Italie, Tarente, etc., qui font appel à Alexandre pour les protéger des ambitions expansionnistes de Rome. Et tout s'annonce pour une des plus grandes batailles de l'Antiquité, une bataille entre les terribles légions romaines et les non moins redoutables hoplites macédoniens d'Alexandre. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça, on n'est pas dans un récit uniquement guerrier, même si c'est le cœur du livre. Il y a aussi des événements étranges, il y a une comète qui est apparue dans le ciel depuis la résurrection entre guillemets d'Alexandre. Cette comète, tout le monde l'appelle Icare, et elle semble inexorablement se rapprocher de la Terre. C'est du moins ce qu'annonce un certain Ectemon, qui est un soldat de la nombreuse armée d'Alexandre, qui est un des personnages principaux, qui est un peu neuneux, en fait c'est une sorte d'autiste, hein, c'est une sorte de Rayman, quoi. Il est absolument génial au niveau des mathématiques, il calcule plein de choses, mais il a un peu de mal avec ses condisciples et il est pas mal soutenu par son frère qui lui est le gars normal de la bande, on va dire entre guillemets. Et cet Ectemon a annoncé que le météorite allait chuter sur la Terre et tout ravager sur son passage. Donc il y a une sorte de compte à rebours comme ça. Alexandre se dit c'est maintenant ou jamais, quitte à mourir autant mourir dans une grande bataille. L'ennemi idéal que j'ai toujours rêvé de combattre c'est Rome, parce qu'ils sont disciplinés, parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont militaires, ils sont comme lui. Et là il se dit c'est le dernier combat, c'est la dernière lutte, c'est ici que nous tiendrons, c'est here we make a stand. Voilà, et donc
n'y a pas grand chose à rajouter sur l'intrigue, tout va s'amener à une grande bataille finale, même si on va aussi, il y a le rôle de Nestor va avoir un rôle important, le médecin, comme on a dit, d'Alexandre a un rôle à jouer. Il y a aussi une des épouses, parce que Alexandre en a beaucoup, la 6e épouse, qui va faire de malencontreuses rencontres, et donc elle va aussi avoir un rôle à jouer. Bref, on a un roman choral comme ça, avec plein de personnages qui chacun vont avoir un petit rôle à jouer dans l'intrigue. On a tous les lieutenants d'Alexandre, on a Cratère, Cassandre, Prédicas, etc. Et ils sont aussi personnages héros de leur propre aventure. L'histoire n'est pas racontée que du point de vue d'Alexandre. Et ça donne comme ça une multitude de sous-intrigues avec Roxane qui continue à intriguer. C'est très passionnant, et comme je dis, tout se dirige vers une sorte de finale apocalyptique sur fond peut-être de fin du monde et de bataille titanesque entre les deux plus grandes puissances de la Méditerranée. Voilà pour l'histoire. Le roman qui moi m'a beaucoup plu est en fait finalement très peu magique. C'est un roman finalement qui n'aurait pu ne pas être à Fantaisie au petit déjeuner. C'est un roman qui est une uchronie, et en fait il n'y a rien de merveilleux là-dedans, en dehors du simple fait d'imaginer qu'Alexandre survit à sa tentative d'empoisonnement, à 33 ans. C'est le fantasme pur de l'auteur qui imagine qu'est-ce que Alexandre aurait bien pu faire s'il avait survécu. Et voilà, c'est tout. Il n'y a plus de magie, il n'y a pas de race extraordinaire, vous l'imaginez bien. Le début rappelle, comme dans le Lion de Macédoine de Gemmel, on est vraiment dans un roman d'antiquité. Sauf que dans Gemmel, il faisait intervenir la magie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le seul événement un peu extérieur et irréel, c'est l'intervention de Nestor, qui est un personnage étrange qui semble connaître des choses sur l'histoire d'Alexandre, mais des choses bizarrement qui sont de ce que nous connaissons d'Alexandre, c'est-à-dire l'Alexandre de la réalité, de notre réalité. Donc c'est un personnage assez étrange, il ne sait pas d'où il vient, il est amnésique. Bref, et il y a enfin cette comète, bien sûr, qui va peut-être changer la face du monde. Voilà les quelques rares éléments qui sortent par rapport à la réalité que nous connaissons historique. Le reste est purement un roman militaire, d'antiquité grecque, etc. Ce qui est très fort dans ce roman, c'est comme je l'ai dit, c'est les personnages, c'est le côté roman choral. On a au moins facilement une dizaine de persos. Ça va du petit gamin qui est en fait un petit cousin d'Alexandre, qui va raconter aussi les intrigues de cour avec Roxane, etc. On a les différents lieutenants, comme je l'ai dit, qui sont tous très différents. Il y a toujours celui qui se sent bafoué, l'alcoolique, le fidèle, etc. Ça c'est assez génial aussi. Il y a Hectemon et son frère Démétrios qui nous permettent de voir la soldatesque pure, ce qui se passe à l'intérieur purement de la phalange. Et quand vous êtes dans la bataille, vous êtes vraiment au cœur de la phalange avec eux. Ça c'est vraiment impressionnant. Et puis évidemment il y a Alexandre, le grand Alexandre, qui est très impressionnant de charisme, qui a vraiment une augure de chef, qui peut être méprisable et détestable parce qu'il fait des crises de colère, mais en même temps derrière il y a une lucidité, il y a une réflexion sur la stratégie, il y a une façon, il y a une aura quand il s'exprime face à ses troupes. C'est très très impressionnant, et c'est vraiment un des gros points forts du livre, à n'en pas douter. Et puis en plus on a la chance d'avoir un personnage romain qui s'appelle Caius Julius César. Alors c'est pas le César qu'on connaît à nous, bien sûr, c'est un des ancêtres de la famille des Julius, donc qui donnera plus tard la naissance de notre Jules César à nous. Mais néanmoins, ça nous permet de plonger dans le cœur de Rome, de voir l'autre côté aussi avec le Sénat, etc. Et puis les légions romaines, comment elles fonctionnent, et d'avoir un point de vue sur l'adverse, et cet adversaire tout aussi respectable que les Macédoniens. Bref, une très très bonne surprise, bien écrit, bien raconté. Ça fourmille de détails sur la vie à l'époque, sur l'organisation des armées. En même temps, c'est extrêmement vivant. Quand je dis quand vous êtes dans la bataille, vous êtes en plein dedans. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. En plus ça donne un lien, peut-être on pourra reprocher quand même, évidemment si vous aimez pas l'Antiquité, c'est même pas la peine, je pense que vous avez même aucune raison d'acheter ce livre puisque c'est évident que ça se passe sur l'Antiquité grecque. Donc, mais si vous aimez pas ça, passez votre chemin parce que ça fourmille de détails là-dessus, et donc forcément pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette période, l'intérêt est bien moindre. Enfin c'est un roman aussi assez posé, on passe beaucoup de temps à expliquer les détails, il y a beaucoup de sous-intrigues, et on sent amener cette grande bataille finale qui finalement met beaucoup de temps à arriver, mais c'est pas plus mal. Et enfin on pourra reprocher peut-être un final un peu brutal d'un seul coup, tout va très vite sur la fin, et on reste un peu sur sa fin justement, parce que on a envie d'en savoir plus. Il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse comme celle sur Nestor ou d'autres. Ouais, ça manque un petit peu. Évidemment en fait le mythe d'Air est plus ou moins la suite, mais c'est une suite dans laquelle il manque un point de jonction, et on se dit peut-être que Javier Negrete a pensé à écrire
ce qui ferait la jonction entre celui-ci et le dernier voyage d'Alexandre le Grand dans celui-ci. Voilà, ça donne envie en tout cas, moi j'ai vraiment aimé. Si vous êtes fan d'Alexandre le Grand, si vous êtes fan des grandes batailles d'hoplites, si vous aimez l'Antiquité gréco-latine, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Ce roman, il a toutes les chances de vous plaire. Si ce n'est pas le cas, évidemment, passez votre chemin. Cela va sans dire. Merci en tout cas de m'avoir écouté, ça fait plaisir de revenir parmi nous. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines comme d'habitude. Merci et profitez de vos vacances. Au revoir.